Well, first off, I'm innocent. Sergeant Jenkins, there's an old and wise saying in the federal courts that defendants in criminal cases, when facing a preponderance of evidence, are well advised to cooperate early and often. The first ones to cooperate get the best deals, the last ones to cooperate get the worst end of the stick. You are not early here. Look, and I'm not going to sit in front of you and tell you that I haven't been around some bad things. I have. But I can also tell you that these things that you think that I've done, these things that you've heard about me, they are false. Completely false. Now, is there misconduct in this department? Of course there's misconduct, but I'm not the one you want. Sergeant, our investigation is lengthy and detailed, and the charges against you are corroborated by electronic intercepts as well as a multitude of witnesses. A multitude. Okay, so a multitude of witnesses lied. How about that? Can I ask you a question? I'm one of the most talked about, most celebrated officers in history of this city. Do you not find it odd? And now all of a sudden I'm the mastermind of this whole thing? That doesn't strike you as weird? They're all lying. That's what I said. Mm-hmm. In the Burley case alone. Oh, come on the Burley case. I'm completely innocent on that. I didn't plant those drugs on Umar Burley. That wasn't Sergeant me. Jenkins. No, hang on. I know who did that. I know who did it. And maybe you're right. You know something? Maybe the fact that I knew that information, I didn't report it at the time, maybe I was wrong there. So you got me. I'm guilty. Hey, you win. But the bottom line is I did not plant those drugs on Umar Burley. I didn't do it. It wasn't me. For the sake of argument, you want to tell us who did? I do not feel like telling you that right now. But I do know for a fact that it was not Wayne Jenkins who planned those drugs. That's what matters here. This proffer is concluded. What does that mean it's concluded? I mean, that's it? You guys just gonna walk away? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 42. Cette semaine émission Possession, Vertigo et Nick la police. On a posé un genou sur la peau de la terre pour qu'elle se souvienne de nous. On a senti sa chaleur, celle d'une mère ou d'une sœur. On a vu notre vie comme une prière et le chaman a dit « Aime, vis, pose ici tes problèmes, ouvre tes mains, vis, c'est toujours l'univers qui décide à la fin. » Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de la chanson Chaman de Sheila. Donc, nous allons parler ce soir de Chaman, de possession et d'exorcisme. Car nous allons parler, pour commencer, du film coréano-thaïlandais réalisé par Bongjoong Pissantenakom, The Medium, donc, qui vient de sortir. Ensuite, nous parlerons de la nouvelle mini-série HBO de David Simon, Ed Burns et Georges Pelecanos, We Own This City, qui est passé en avril dernier donc sur HBO et sur OCS en France. Et enfin, nous finirons par le nouveau film de Park Chan-wook, Decision to Leave. Et pour parler de ce jeu prime autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, dans son plus beau maillot du Liverpool Football Club, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Floqué Steven Gerrard. Bravo, pas mal, très bien, bon goût. Et donc à ma droite, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Justine n'est donc pas des nôtres ce soir car elle est encore en Italie du côté de Bologne et de l'Émilie-Romagne, notamment pour aller voir des films de vieux culs au festival El Cinema Ritrovato, donc à Bologne, le cinéma de patrimoine. Peut-on vraiment la blâmer ? Oui. À la mise en son on peut être jaloux en tout cas. Non, voilà. À la mise en son de cette émission, donc il est de retour, c'est Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, c'est notre dernière émission en studio donc de l'année. Nous finirons la semaine prochaine par une mixtape spéciale Ennio Morricone à qui nous avons consacré une émission la semaine dernière, puisque donc le documentaire de Giuseppe Tornatore qui est consacré donc au maestro italien sort demain dans les salles en France et notamment au cinéma Arvor. Donc voilà, c'est le programme. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques agendas.
Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas, je vais faire un petit peu quelques peut-être sorties de l'été qui vont passer. Bon, on va avoir quelques petites choses. J'ai pas non plus fait tout le programme parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais pas tant que ça quand même finalement, en tout cas qui pourrait potentiellement nous intéresser, puisque nous allons commencer par le nouveau film de Olivier Barou. Donc voilà, donc de Cadet Olivier, réalisateur du deuxième Pamela Rose, de l'Italien, de Gigolo, des Tuches, tout ça. Donc il revient son nouveau film mettant en vedette un genre de trou figural moderne français qui est Tarek Boudali, qui jouait notamment dans les films de La Bande à Fifi, donc voilà, les films de Philippe Lachaud, et qui donc là donc s'appelle Menteur. Voilà. Okay. Sinon, ça faisait longtemps qu'il devait sortir, mais bon, pour les programmes, les problématiques que vous allez deviner, le film a été retardé pendant longtemps. C'est le nouveau film de Woody Allen, Rifkin's Festival, donc qui sort en catimini du coup, donc en plein milieu du mois de juillet. Donc voilà, à voir. Mais... Avec qui ? Avec Rifkin, le mec de My Dinner with André, tout ça. Puis genre évidemment un casting de genre plein de gens connus, mais qui disent pas trop maintenant. Ok. Elle est loin la période où Woody Allen avait le droit des dossiers dans Télérama, voilà. Où toutes les femmes aimaient ses films. Jusqu'à il y a encore 10 ans. Hein. Ouais. Sinon, il y a le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, donc le réalisateur de Madré, El Reno, de l'excellente série Anti-Disturbios, qui sort, donc le film en co-réalisation avec la France, qui se passe au Pays Basque, avec Denis Ménochet et Marina Foïs, donc Asbestas. Pourquoi pas, oui. Un réalisateur très intéressant, Rodrigo Sorogoyen, donc assez curieux de voir ça. Dans un tout autre genre, il y a le 4e épisode de Ducobu Président, qui, comme le 3e, était réalisé par Elise Moon, qui est le dernier film... Il y a des bandes annonces qui sont sorties, mais genre il y a déjà 3 mois de ça. Ouais. C'est dire si c'est attendu, quoi. Ducobu 3, qui était le dernier film que j'ai vu en salle avant le confinement de 2020. J'ai vu ça dans le cinéma de Air Force One à Calac. T'as terminé en beauté. J'étais tout seul dans la salle. J'ai Paris. Étonnant, hein. Sinon, il y a un film d'horreur coréen aussi, je crois, qui sort, qui a une très très bonne réputation. C'est The Sadness, qui sort pareil au milieu de l'été. Bonne réputation, ouais. Réputation d'une petite bombe. À propos de petit, il y a La Petite Bande, la nouvelle comédie de Pierre Salvadori, qui sort, l'excellent Pierre Salvadori, après En Liberté il y a 4 ans. Donc là, qui est plutôt un film avec des enfants, sur un genre de roman d'apprentissage, on va dire. Il y a une comédie des mecs qui avaient fait, c'était Teddy l'année dernière, donc là une comédie balnéaire avec des requins. L'année du requin, justement, donc avec encore Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi et Canmerade. Donc voilà, une genre de parodie pastiche des Dents de la Mer. Donc pourquoi pas, plutôt bon casting. Je suis curieux. Un film qui a l'air à chier par les auteurs de Deadpool 2, Bullet Train, avec, ça a l'air pas bien, ça. Avec ça a l'air pas bien Brad Pitt et Michael Shannon. Ça a l'air pas bien. L'affiche est pas belle déjà. Non, mais même les bandes annonces. La bande annonce, ça fait très très peur. Tu sais, ça fait genre pop et tout. On va être cool, non, puis très surconscient. On dirait du Guy Ritchie mélangé avec du Baz Luhrmann. Un Deadpool, quoi. Faut aller voir la tête du doc là. Ouais. T'es pas allé voir Elvis de Baz Luhrmann? Non, je crache à la gueule de Baz Luhrmann. J'irai jamais voir ses films au cinéma. Moi non plus. C'est jamais. hors de question. Et Erwan, sur Baz Luhrmann, il est comme Jordan Peele, il dit Nope, qui est son nouveau film d'horreur qui donc sort début du mois d'août. Nope. D'accord. Pourquoi pas, oui. Sinon, donc ça par contre on l'attend, je pense qu'on le fera à la rentrée. C'est le nouveau film de George Miller qui sort fin août, 3000 ans à t'attendre. 3000 Years of Longing avec Tilda Swinton et Idris Elba. Donc voilà, on est très très curieux de voir ça sur la légende des djinns et compagnie, des mythes qu'ils retravaillent, qu'ils discutent. Donc évidemment, on en parlera à la rentrée. Dans un tout autre genre, il y a Rumba la vie, le nouveau film en tant que metteur en scène de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc qui a une moustache. Évidemment. Le film devait sortir en janvier, il a été repoussé à cet été. J'étais quand même bien malheureux, moi, mais donc Day One obligatoire. D'accord, ok. Et voilà. Et sinon, pour finir, il y a le nouveau film du réalisateur de La Loi de Téhéran qui était à Cannes cette année, Leïla et ses frères, Saïd Roustaï, si je dis plus de bêtises, c'est possible que je dise des bêtises, mais qui donc sort aussi à la fin de l'été et qui a reçu un excellent accueil au dernier au Festival de film de Cannes. Il y a 2-3 trucs quand même. Oui, il y a quand même 2-3 trucs à se mettre sous la dent. Voilà, bon, information locale, de toute façon, il n'y a pas grand-chose, c'est les vacances. Il y a quelques bonnes progs quand même au cinéma Arvor, notamment on en parle la semaine dernière. C'est toujours la fête du cinéma aussi, vous pouvez y aller jusqu'à demain, 4 €, c'est pas cher. Donc voilà, à l'Arvor, il y a notamment leur cycle Police Partout. Il y a quelques films de Pasolini qui passent au TNB avant leur fermeture estivale, j'imagine. Donc voilà, il y a quand même quelques petites choses à se mettre sous la dent.
Voilà, c'est tout. De toute façon, je pense. Hein. Le Tour de France démarre bien, Thibaut. Romain Bardet. Il n'a pas été pris dans une chute, donc je suis déjà bien content. D'accord. On attend demain. Voilà, parce que demain, ils attaquent donc les pavés sur le parcours de Paris-Roubaix à Erwan. Pardon, excusez-moi, j'écoutais pas. C'est du vélo. C'est pour ça que j'écoutais pas. J'ai vite compris, là, je me suis dit, ah oui. Tu préfères qu'on parle de foot ? Non, j'étais en train de. Parce que là, les transferts à Rennes, ça vaut. J'étais en train de penser à des girafes sur des tricycles. Ah, ça, c'était au JO de Sydney en 2000, où c'était des crevettes géantes qui étaient sur des vélos et qui suivaient Paul Hogan sur un chapeau géant de crocodile Dundee. C'est mon rêve, ça. C'est comme ça que je vois le futur. Pourquoi pas, écoutez, ça serait chamarré. Après, dans mes cauchemars. Après, si c'est des vraies crevettes géantes ou des vraies langoustes qui font du vélo, tu feras moi le malin. Je ne ferai jamais confiance à une crevette géante de plus de 2 mètres. Voilà, donc on va passer à la section critique de cette émission en écoutant une petite musique qui n'a rien à voir avec ce dont il va s'agir, puisque c'est grec. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était la chanteuse grecque Marina Sati avec son tube Mantissa en 2019, enregistré lors de un peu avant son passage au Transmusical, donc à retrouver sur la chaîne KEXP, la fameuse, qui fait plein de chouettes concerts. Oui. Et donc ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on va parler, puisqu'il ne s'agira pas du tout de grec dans cette émission, mais là donc, nous allons filer dans le nord de la Thaïlande à l'occasion du visionnage donc, de The Medium, nouveau long métrage donc, du réalisateur thaïlandais Benjong Pisantanakun, que nous appellerons Benjong pour des raisons de facilité, ou le metteur en scène. Comment c'est son nom ? Redis-moi son nom. On rembobinera. Sinon, on prend ses initiales. Voilà. BP. BP. Donc, qui en est quand même déjà son 10e film entre ses longs métrages et ses courts métrages. Donc, il le fait principalement en Thaïlande. Et là, donc, c'est un film aussi qui nous intéressait, parce que moi, pour le coup, je connais pas du tout l'œuvre de ce metteur en scène, mais parce que le film est co-scénarisé et produit par quand même un metteur en scène coréen qu'on aime beaucoup, même s'il n'est pas super productif, hein, cette grosse feignasse, puisqu'il n'a pas fait de film depuis 2016 et The Strangers. Donc, c'est Na Hong-jin qui devrait sortir normalement un film l'année prochaine. Qui s'appellera The quelque chose. Qui s'appellera après The Chaser et The Murderer. Et The Strangers. Et The Medium. Ouais. Donc, film qu'il a coécrit et produit et qui, par bien des aspects, effectivement, fait penser à son cinéma, puisqu'il est question de possession et d'exorcisme, ce qui va évidemment nous faire penser à sa monstrueuse scène d'exorcisme et de possession, justement, au milieu de The Strangers, peut-être la scène la plus folle du film, qui pourtant contient un paquet de films assez ouf. Et donc, comme je disais, le film se passe au nord de la Thaïlande, dans lequel une équipe de documentaristes va s'intéresser à la chamane du village, et c'est à ce moment-là que la nièce donc, de cette chamane va être investie par l'esprit de Bayan, et donc c'est à partir de ce moment-là, ça va partir en sucette. Ou est-ce vraiment l'esprit de Bayan ? Donc, comme je dis, le film se présente comme un faux documentaire, ce qu'on pourrait du coup apparenté à du found footage, qui est comme une variation qui a connu beaucoup de itérations au cinéma, que ce soit dans les Cannibal Holocaust ou dans les found footage plus récents comme les Rec ou bien The Visit, mais je pense qu'on pourra revenir sur cette notion. Et donc toute la première partie du film se présente vraiment comme un documentaire de facture classique, où la chamane va nous expliquer entre guillemets, quel est son travail, quelle est sa vocation, comment est-ce qu'elle a été investie de la cause, tout ça, comment est-ce que ça va se travailler, jusqu'à ce que sa nièce commence subitement un peu à partir en couille. Elle entend les voix des gens dans leur tête. Elle est pas gentille avec les enfants. Elle est pas super sympa. Elle se met à courir d'un coup dans les bois, tout ça, jusqu'à ce que donc ça, entre guillemets, ça parte dans un film de contamination de l'esprit, et que là, ça part totalement en sucette pour aller plus vers quelque chose qui pourrait même se rapprocher du film de zombie. Donc, Monsieur Fleuret, carrément Fleuret, ce film de BP. Alors moi, qui n'est pas British Petroleum. Non, ces enfoirés de British Petroleum, on peut le dire, voilà. Ça dénonce, ça dénonce. Non, mais c'est une émission qui dénonce. Renseignez-vous sur l'histoire de l'Iran pour savoir pourquoi je dis ça. Voilà, bref, passons. Oui, alors Na Hong-jin, moi, on va pas se mentir, c'est un de mes chouchous du cinéma contemporain mondial. En effet, j'attends. Moi, j'ai pris une claque sur ces 3 films, même si The Murderer était un petit peu inégal, mais en termes d'ambition, c'était quand même, en termes d'enjeux politiques et narratifs, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. The Strangers, bien entendu, tu en as suffisamment parlé. On en avait suffisamment parlé ici, cette radio. C'est une claque hallucinante. Et moi, j'attendais ce film, en fait, parce que le film a été vendu sur le nom de Na Hong-jin, et moi, j'ai pris la carotte comme elle venait.
Et du coup, j'ai regardé ce médium avec énormément de plaisir. Alors, juste peut-être pour commencer et puis pour évacuer aussi toute cette problématique autour de la question du found footage, c'est vrai que le film pourrait être considéré comme bancal parce que cette tradition du found footage, moi, c'est une tradition qui m'intéresse vraiment. Et je trouve qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a une école qui refuse vraiment le montage, ou alors le montage se fait par un arrêt et un redémarrage de la caméra. C'est l'école REC, c'est l'école Projet Blair Witch. Et puis, il y a du found footage où il y a vraiment des effets de montage qui sont validés par un réalisateur. Et là, c'est un petit peu The Visit. Et du coup, ce film-là. Du coup, est-ce que le film est du found footage ? On ne sait pas trop. Est-ce que le film... en fait, c'est un espèce de faux found footage. Voilà, en termes de... pas de théorie des images, mais si on veut prendre vraiment la définition la plus pure, j'ai envie de dire entre guillemets, ou la plus explicite, c'est que voilà, le film en fait a vraiment des effets de montage qui sont voyants, qui sont l'œuvre un petit peu d'un montage cinéma, quoi. Qui sont l'œuvre d'un réalisateur. Donc du coup voilà, le film pourrait paraître un petit peu bancal par rapport à cette question du found footage. Après, il y a une troisième école, c'est l'école Cannibal Holocaust, où en fait on regarde des gens dans la diégèse regardent le found footage qu'ils ont trouvé. Donc voilà, ça c'est un petit peu les trois courants. Et là, on est un petit peu sur quelque chose de bancal, en mode Cloverfield, en mode The Visit, voilà, où on voit qu'il y a des chants contre chants qui sont beaucoup trop travaillés pour être honnête, où il y a des effets de montage qui sont beaucoup trop travaillés pour être honnête. Dans la première partie du film, tu peux te dire que c'est logique parce que c'est juste des mecs qui font un documentaire, donc du coup ça marche parce que c'est monté comme un docarté. Mais il y a l'utilisation d'une voix off qui pose problème, il y a l'utilisation de sous-titres, c'est surtout la voix off en fait qui pose problème. Néanmoins, si on écarte et on évacue cette question du found footage, on est devant un film de genre qui, moi, je trouve qui est plus complexe qu'il n'y paraît, et deux, qui est d'une générosité franchement assez jubilatoire, dans le sens où le film se divise clairement en trois parties. Il y a une première partie vraiment documentaire sur les traditions chamaniques dans cette région de la Thaïlande, où là, c'est absolument passionnant. Moi, je trouve que ça joue extrêmement bien, les acteurs jouent extrêmement bien. Il y a une deuxième partie vraiment de possession, où là, il y a vraiment... on flippe, littéralement. Le film fait flipper. Donc moi, j'ai été agréablement surpris par rapport à ça, d'avoir un petit peu la chair de poule. Des enfants qui font n'importe quoi, ça fait toujours peur. Il y a des images extrêmement marquantes. Il y a un jumpscare, me semble-t-il, dans tout le film, qui marche. Mais en 2h10, on est content. De pas trop abuser de cet effet de on n'est pas dans l'école Blue Mouse et tout ça. Et après, il y a une troisième partie qui part totalement en sbeul avec des trucs de cannibales, zombies. Ça rapproche un petit peu du film de zombies. Ce qui fait que voilà, ces trois actes-là... Des hommes zombies chiens. C'est tout bizarre. Mais les gens yinches. Mais ça a à voir avec des trucs dans le film, des trucs des chiens. Parce qu'il y a, la mère, elle a une boutique de chiens, elle n'a pas le droit de le tenir parce que blablabla. Voilà. Mais du coup, je trouve que le film, en fait, c'est cohérent, mais par contre, c'est un lien. Le film refuse en fait de rester cloisonné dans un genre ou dans un aspect, dans une figure très propre du cinéma de genre, qui est le cinéma de possession, pour aller vraiment explorer d'autres genres, d'autres contrées. Et c'est en ça que je trouve que le film est généreux, au-delà des effets gore, au-delà des images chocs qui sont relativement présentes. Par exemple, il y a un bébé, par exemple, qui dort. Oui, il y a quelques trucs. Il y a quelques trucs qui sont absolument... Les scènes de vomi qui sont pas mal aussi. Dans le genre. Mais voilà, je trouve que le film, du coup, est extrêmement bien tenu. Il dure 2h10 et je trouve que le rythme est suffisamment soutenu parce que, voilà, le cinéaste propose des petites variations autour d'un film de genre qui aurait pu être ultra calibré, sur une histoire de divinité qui contamine. Puis des trucs de possession mêlés à du folklore. Ça peut être. Il y a ça par exemple dans le film de Wes Craven, L'Emprise des Ténèbres, par exemple, où ça peut faire penser un peu à ça. Et là, on est sur quelque chose de vraiment très. On est sur quelque chose de très frontal. Donc ça, c'est ça qui fait en plus plaisir, c'est que le réalisateur ne va jamais se cacher derrière un quelconque hors-champ, derrière
des grands discours. Non, il balance, il envoie vraiment la sauce, il envoie les effets chocs. Et en même temps, je trouve que... Et il fait monter les effets chocs. Il fait monter les effets chocs. Et en même temps, je trouve qu'il y a un rapport, il y a tout un discours sur la famille, comment cette famille se délite. Il y a un discours sur... Tout ça en filigrane, c'est extrêmement bien tenu, c'est à la limite de la pudeur, sur la place de la tradition, sur un petit peu la dichotomie catholicisme... le sens de la religion, ouais. Mais il y a aussi, pour moi, bouddhisme. Voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes, qui font que le film est beau et pluriel, alors qu'on aurait pu s'attendre à un film de genre extrêmement basique autour d'une figure très calibrée, et en fait pas du tout, et c'est en ça qu'il est extrêmement généreux, et donc c'est plaisir. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être... c'est vrai que d'à première vue ça ressemble à une espèce de petit film d'exploitation thaïlandais, voilà, on a ce côté voilà, effectivement un petit peu... sauf que en termes de production design, moi j'ai trouvé que le son marche bien, l'image marche bien, enfin voilà, il y a vraiment voilà, c'est vraiment un film qui est assez beau, quoi. C'est pas un film qui est... Et les acteurs sont vraiment la jeune fille qui se fait posséder, moi je trouve elle arrive à passer de... je veux dire, charmante à ultra flippante en 2 heures de film, ce qui en termes de jeu d'acteur est quand même pas mal et quand même intéressant. Mais après c'est un film c'est un film un peu étrange, parce que moi j'ai eu un sentiment un peu étrange, parce que d'une part effectivement je retrouvais bien tout ce truc sur le chamanisme qu'il y avait dans The Strangers, avec quand même moins ce côté satirique, que ce qu'il y avait chez Na Hong Jin. C'est plus premier degré. C'est plus premier degré, avec quand même une dernière scène, une scène finale, qui n'est pas du tout une scène horrifique, qui est une scène de dialogue. Très amère. Et qui est une scène finale, moi je trouve, qui rebat les cartes du film, parce qu'en fait, si je devais comparer le film, finalement, je le comparerais... alors oui, il y a du fan footage, ou à des films bizarres comme Lake Mungo, par exemple, ce film australien de fantôme, qui est vraiment super bien, qui a des meilleurs films de fan footage que j'ai vus, parce que c'est un des plus convaincants entre le fond et la forme, justement. Et qui est justement un documentaire très BBC, très posé, pas du tout shaky cam et tout ça, qui repose vraiment sur des questions d'analyse d'image, et qui fonctionne très très bien. Et la première partie du film, la deuxième est plus rec, avec des caméras nocturnes, des choses comme ça, on est plus dans... Voilà. Mais s'il y avait un caméra portée qui suit des personnages... Ouais, voilà, s'il y a un film auquel ça m'a fait penser, moi ça m'a plus fait penser en termes de morale, en fait, à Prince des Ténèbres, de Carpenter, dans la mesure où à la fin du film, en fait, on a la certitude que le mal existe. Par contre, on n'est pas du tout sûr que le bien existe. C'est-à-dire on sait, on a vu que les forces maléfiques, l'incarnation des forces maléfiques, alors des incarnations qui ne sont pas innocentes, hein, qui sont liées à de la misère sociale, qui sont liées à des différentes histoires de classe sociale, parce qu'il y a ce plan aussi de poupée vaudou dans une usine prise en gros plan et avec le nom de la famille dessus. Et donc il y a toute une histoire de vengeance d'ouvriers, de trucs d'arnaque, de pognon. Enfin, il y a toute une espèce de passé familial. Et puis la famille, elle a massacré des gens et tout. Donc il y a une espèce de retour, en fait, du refoulé. C'est de l'affaire Grégory. Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de retour du refoulé qui va se faire à travers la possession. Donc la possession n'est pas juste random. La possession a un sens, en fait. Mais il y a quand même cette idée, voilà, que le mal existe, autant chez les vivants que chez les morts. Mais le bien, par contre, et les doutes... alors je suis désolé, je spoil un peu, mais les doutes du personnage de la chamane dans la dernière scène du film, je trouve sont terribles, parce que là, il y a on se rassurait pendant tout le film, on se rassure quand même vachement en se disant que ok, mais d'accord, mais il y a des chamans, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, et le film est assez malin de ce point de vue-là, parce qu'il arrive à nous faire croire que c'est pas de la fumisterie, en fait, et que face à ce qu'on voit, finalement les trucs rationnels ça va pas marcher, et qu'il vaut mieux partir justement dans des trucs magiques, et là dans le mystique. Ouais, et de ce point de vue là c'est assez bien vu, parce qu'en fait le côté immersif du film fait qu'au bout d'un moment, même si toi t'es pas très porté sur ce genre de truc là, tu finis par considérer ça comme une option valable, parce qu'en fait tous les personnages du film considèrent ça comme une option valable. Oui. Et dans les réactions des personnages, tu retrouves un peu ce que tu retrouves dans le cinéma japonais avec les films de fantômes. Il n'y a pas du tout ce côté rationnel, ce côté européen, tu sais, où les personnages vont avoir toute une phase de déni, en fait, avant d'accepter le surnaturel. Là, le surnaturel, en fait, c'est presque... Il est accepté tout de suite, de toute façon. Non seulement il est accepté tout de suite, mais on va essayer de le domestiquer. C'est-à-dire que la fille, elle commence à aller pas bien, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'enfermer dans sa chambre, sauf qu'elle arrive à ouvrir la chambre la chambre est fermée de l'extérieur, mais elle arrive à sortir, on sait pas trop comment. Donc on va essayer de trouver d'autres techniques, et les gens s'aveuglent complètement, parce que c'est des proches à eux, s'aveuglent complètement dans l'idée qu'ils vont pouvoir dealer avec le mal, en fait, quoi. Ils vont pouvoir dealer avec les entités maléfiques, et évidemment, le mal va contaminer tout le monde. Le mal va forcément contaminer tout le monde. Et c'est vrai que ça se termine avec une scène de cérémonie chamanique, quand même vachement flippante. Alors qu'il y a
Alors c'est ça qui est amusant, c'est que alors qu'il y a peu d'effets, tu vois, les trucs flippants, ils ont vraiment lieu quand la gamine se transforme et qu'elle visite la maison la nuit, qu'elle se retrouve au-dessus des gens. Le visage à 2 cm de leur gueule en train de respirer. Moi, c'est des trucs qui me font super peur. Ouais. C'est Paranormal Activity, mais en 4 fois mieux. Mais en bien, voilà, c'est ça. Mais les gens qui se rapprochent de toi, quelque chose. Et puis où il se passe des gens qui te réveiller à avoir quelqu'un à 3 cm de toi qui est en train de te regarder dormir. Ça, c'est un truc qui est super flippant, ça, je trouve. Et si c'est une vieille, t'imagines ? Bah, si c'est ou si c'est une espèce de comme la jeune fille, voilà, si c'est une espèce de monstre multiforme comme voilà. Et il y a un chien qui arrive des bricoles aussi. Moi, c'est le côté The Thing, c'est encore le côté Carpenter. Ouais. Carpenterien, pardon. Et je trouve que voilà, il y a cette espèce de jusqu'au boutisme du mal, effectivement, et qu'il n'y a pas d'héroïsme ou de bien pour contrecarrer. C'est-à-dire que même les personnages qui ont l'air d'avoir le plus la tête sur les épaules finissent par être plus ou moins contaminés au fur et à mesure du film. Et le film est plutôt... Par contre, c'est vrai que c'est un film que moi j'ai trouvé assez anachronique, parce que je me suis dit, mais pourquoi le found footage, quoi ? Le film pourrait très bien fonctionner sans être un found footage. Et on pourrait très bien avoir les scènes de caméra de surveillance et tout ça, on pourrait très bien avoir les dispositifs de found footage qui sont utilisés dans le film sans que le film soit un found footage. Donc je me pose vraiment des questions. Et pareil, le film d'exorcisme et les found footage, c'est des trucs des années 2010. Plus personne fait des films d'exorcisme en found footage, à part visiblement ce réalisateur. Moi je pense il y a non mais ça m'intéresserait moi de savoir pourquoi il veut faire ça maintenant. En fait. Par rapport à ce que je pense que ça rentre dans c'est le cœur du film, c'est ce que tu disais en fait, c'est qu'en fait on le dit à la chamane, tu sais, c'est le début du film donc j'ai pas trop spoilé, mais si des gens ont des problèmes ils vont voir la chamane, si les gens ils sont malades, ils vont voir le docteur, ils vont chez le médecin, voilà, ils vont chez le médecin. S'ils ont des soucis, voilà, ils vont voir le chaman. Et donc du coup, vu que le chamanisme est un élément de la communauté, du coup je pense que la technique du found footage vise du coup un prisme vise un réalisme, et que du coup il y a un côté ethnologique, c'est-à-dire qu'il y a des moments ça ressemble à des moments bizarrement ça ressemble à du Jean Rouge. Et ça ressort, et du coup, cette notion de réalisme, c'est bien pour nous montrer que voilà, dans une communauté ou dans des communautés au nord de la Thaïlande, et ça pourrait être ailleurs, c'est que là, cette question dans la Beauce, de spiritualité, on va dire, qui font un pas de côté, font partie de la vie de la communauté, et font partie donc du coup du réel de ces communautés. Et donc je pense que là, à ce niveau-là, le found footage, en fait, c'est par rapport à ce que tu dis. Il me semble que c'est là la clé de lecture du found footage, parce qu'en fait, tu as envie de te dire, oui, en effet, pourquoi ? Enfin, oui, c'est Paranormal Activity, par exemple. Ça peut pas être un effet de mode, puisque c'est plus la mode. Bah oui, non. Donc c'est forcément pour une autre raison qu'il choisit de faire ça. Alors est-ce que c'est un vieux projet qui était prévu comme ça et que ça a mis du temps à être monté ? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des questions à poser. Et après, il y a vraiment des plans en termes de... si on revient sur la question du found footage, moi, le premier plan du film, donc en fait, c'est un plan large avec un léger travelling avant, Carpenter, hein, bien entendu. Tu sais que le mal, il va s'abattre. L'entrée dans la fiction. Oui, l'entrée dans la fiction, Michael Cimino, tout ça. Et puis tu vois des hôtels partout dans la montagne. Tous les plans te montrent en fait des trucs religieux. Et t'as l'impression que c'est rempli, des léger travelling. Ça, ce sont des plans de cinéastes. Ce ne sont pas des plans de documentariste, non, c'est clair. Enfin, ou alors le documentariste est hyper conscient de ce qu'il veut montrer. Mais bon, voilà, a posteriori, tu te dis, bon, ça pose un problème. Mais voilà, tu sais que le mal va bien entendu pénétrer cet espace et cette communauté. Du coup, voilà, le film, en étant totalement bancal et en même temps totalement convaincant par rapport à cette bancalité. Par ailleurs, moi j'ai pas détesté, hein. C'est sans doute en termes de found footage, c'est sans doute pour moi un des bons films de found footage d'horreur que j'ai pu voir. Qui se compte sur les doigts d'une main, de toute façon. Voilà, et ça se compte sur les doigts d'une main. Donc non, il y a des choses. Puis moi, il y a des bonnes idées, mais je me suis dit, voilà, est-ce que c'est une relecture, est-ce que c'est un commentaire, je vois pas vraiment de commentaires au-dessus. Non, mais alors après, je trouve que. Parce que comme c'est le film est vraiment très premier degré, il n'y a pas une once de cynisme. Non, c'est pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout l'impression que c'est pour vendre en fait. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même ce discours autour des questions de religion justement, de la place de la religion dans une société, du pouvoir d'une religion dans une société, des limites de la raison. Enfin, et sans que ça vire au pamphlet philosophique. Hein, ça reste vraiment un film d'horreur très premier degré, mais avec un questionnement qui va peut-être un petit peu plus loin en fait sur le plan formel, sur le plan esthétique que les films d'exorcistes en found footage qu'on a pu voir aux États-Unis et qui surfaient quand même vachement sur Friedkin et tout ça sans rien proposer de vraiment très très neuf, on va dire, sur le plan intellectuel ou sur le plan spirituel. Là, je trouve sur le plan spirituel, enfin sur le plan métaphysique presque, il y a des choses plus intéressantes qui se passent, et notamment la notion de doute, la notion de foi et la notion de doute. Et le spectateur est toujours pris entre la foi et le doute. Voilà, non mais voilà, entre est-ce que
est-ce que je suis en train de regarder un film réel et ça va mal se passer parce que les gens n'ont pas de pouvoir magique? Est-ce que je suis en train de regarder un film surnaturel et éventuellement ça pourrait bien se passer parce que là les personnages pourraient avoir un pouvoir magique. Restons dans le éventuellement. Mais c'est le éventuellement, voilà. Oui, mais et encore que ça reste quand même un pur film d'horreur parce que vu qu'on est sur le principe de réalité, du coup, il n'y a pas de possibilité d'échappatoire. C'est frontal, c'est comme ça. En plus, ça fait flipper. Il y a quelques plans bien flippants. Ouais, franchement, c'est plaisir. Donc, c'est The Medium de Banjong Pisantanakun qui donc est disponible un peu partout si vous savez trouver. Donc voilà, ça se trouve. On va passer à toute autre chose. On va quitter l'horreur de la Thaïlande pour partir dans les tréfonds de Baltimore, dans une cité qui nous appartient. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était le main theme de We Own This City par Chris Bauer et Donkey Winslow. Donc We Own This City, nouvelle mini-série créée par David Simon, Ed Burns et George Pelecanos, donc le trio magique derrière la plus grande série de toute l'histoire de l'humanité, donc The Wire. David Simon, depuis quand même quelques années, est un habitué des mini-séries, que ce soit Generation Kill, sa dernière The Plot Against America, basée sur le bouquin de Philip Roth, ou Show Me a Hero, il y a 6 ou 7 ans déjà. Donc là, la mini-série est entièrement mise en scène par le même metteur en scène qui est Reynaldo Marcus Green, qui a réalisé l'année dernière King Richard, le film avec Will Smith, qui lui a permis de gagner son Oscar donc, sur les Sœurs Williams, et qui a fait il y a quelques années Monster Unmen, un film sur les violences policières à New York suite au meurtre de Eric Carter et de violences policières. Il est donc largement question dans cette mini-série We Own This City où Simon Burns et Pelecanos, donc presque 20 ans après The Wire, retournent donc dans la ville de Baltimore dans ces 6 épisodes pour suivre des flics donc de Baltimore PD, de la Gun Trace Task Force, nom barbare pour en fait les flics qui patrouillent dans les rues à la recherche de flingues et de dope. Une escouade qui est menée notamment par un super flic incarné par John Berntal qui joue donc Wayne Jenkins, et on va suivre un petit peu la destinée de ce personnage de manière non chronologique, avec beaucoup d'allers-retours dans les passés, on va dire, ce qui est une des spécificités de la série sur laquelle on pense que je vais revenir, parce que donc c'est basé sur une histoire vraie. La majorité de l'intrigue se passe entre 2017 et 2019, quand donc cette escouade de flics a été arrêtée et mise à pied après plusieurs années de raquettes organisées, de détournement de fonds, de tabassage massif, de trafic de drogue, entre autres joyeusetés. Donc voilà. Et donc, ça va être à la fois l'enquête du FBI sur ces flics pour le moins ripoux et, on va dire, la vie des flics eux-mêmes dans les rues de Baltimore. Donc voilà, quand même, on va dire que c'est une mini-série assez dense, notamment le premier épisode qui est en termes de date et en termes de propos, de procédural. Ouais, voilà. Allez pas pisser, soyez pas sur votre smartphone en regardant la série. Vous n'allez rien biter. Regardez bien, parce qu'évidemment, pour essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants et les personnages et toutes les situations les 56 complexes personnages du film et compliquées, de la série. Donc voilà, il faut quand même suivre, mais en tout cas le trio de créateurs de la série continue en tout cas de suivre leur petit bonhomme de chemin sur, on va dire, l'Amérique moderne et l'Amérique contemporaine, et notamment sur les questions de pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou bien le pouvoir policier, qui sont deux choses assez différentes, même si c'est évidemment deux questions de pouvoir. Et le pouvoir judiciaire. Donc là-dedans, donc ça mêle effectivement tout ça. Il n'y a pas vraiment le même sens du romanesque que dans d'autres séries de David Simon, par exemple Show Me a Hero, qui là avait vraiment un vrai sens du romanesque sur presque une saga politique d'un personnage, alors que là, on est vraiment plus dans du procédural, dans des choses qui se voudraient beaucoup plus réalistes et beaucoup plus concrètes, ce qui, du coup, peut être parfois un petit peu désarçonné, parce qu'on n'a pas effectivement ce souffle épique qu'on pourrait retrouver dans d'autres créations de David Simon. Mais je trouve notamment, même si c'est quelque chose qui peut un peu rebuter, cette construction antichronologique, finalement, est pas inintéressante. Elle peut parfois tourner un peu en rond entre les différents allers-retours dans les interrogatoires, notamment sur la destinée du personnage de John Berntal, mais ça donne justement un caractère assez particulier, notamment qui fait révéler au fur et à mesure
ce personnage-là, qui est comme dès le début présenté comme un gros connard, et qui en fait à la fin de la série se révèle en fait un giga gros connard. Donc ce qui donne quand même un caractère assez particulier, ce qui n'empêche pas de l'empathie, mais qui en tout cas n'apporte strictement aucune sympathie. Docteur, vous avez vu aussi la... Oui, j'ai vu la série. Bon, j'étais très content de retourner à Baltimore, de retrouver quelques personnages secondaires de The Wire qui apparaissent, certains plus que d'autres d'ailleurs, mais voilà, au détour d'une scène, voilà, où l'univers étendu, en fait, le Baltimoreverse se poursuit après Homicide et puis The Wire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Homicide, qui est une série que moi j'ai jamais vue. Et The Corner, qui est une série que j'ai jamais vue, moi, Homicide, mais qui paraît-il est très bien. Alors, moi, je suis assez fan des trucs de procédure. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un film qui, évidemment, qui ressemble énormément, du point de vue de l'histoire, au Prince de New York, qui est tiré lui aussi d'une histoire vraie. Qui, même, de toute façon, en termes de construction, en termes de personnages, est quand même très, très lumétien. Complètement. Alors, c'est complètement lumétien. Et, on retrouve un des acteurs de Treat Williams du Prince de New York, justement. Il y a Treat Williams qui joue le rôle principal, donc qui joue qui joue un rôle secondaire. Ah non, Treat Williams joue le principal dans le Prince de New York, et qui, là, ici, joue un petit rôle. Mais surtout, le truc, c'est qu'on retrouve cette opposition qu'il y avait déjà dans le Prince de New York, entre d'un côté des espèces de super flics qui se comportent en fait comme des mafieux, qui ont des comportements de mafieux, et puis des petits fonctionnaires étriqués avec des petits costards et tout. Et normalement, dans la vraie vie, ceux qui réussissent, c'est les grandes gueules, c'est les jeunes, c'est justement ces super flics qui font monter les arrestations, qui sont les chouchous de l'administration. Que les chefs de la police demandent des stats, la mairie demande des stats, et les mecs avec moins de fonds, et les mecs se croient évidemment intouchables, sont persuadés d'être plus malins que tout le monde, et il y a rien de plus agréable quand tu es un spectateur lambda que de voir un mec qui se croit malin tomber. Un mec qui est sur un piédestal, il n'y a rien de plus agréable que de le voir tomber, et de devoir tomber pour des bonnes raisons. Et là, évidemment, très vite, tu comprends, tu les vois agir, donc tu sais que c'est de la petite frappe, en fait, tout ce monde-là, et qui sont pas si intelligents que ça. Et en face d'eux, justement, ceux qui le méprisent, ceux vers qui va tout leur mépris, qui sont justement les administratifs, les fonctionnaires, les mecs juristes, les juristes, les mecs de la justice, les mecs chiants avec des calvities qui bossent dans des bureaux. Sauf qu'en fait, c'est une série qui célèbre la victoire de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il dit, être policier, victoire amère quand même. Victoire amère, mais être policier, c'est pas faire le kéké dans des bars à putes, tu vois, je veux dire, après avoir volé de la coke à quelqu'un, c'est pas ça. Arnaquer des nains. Non, et que l'honnêteté, c'est pas ça. Et alors, c'est vachement intéressant parce que le personnage de Jenkins vit dans un déni qui est tellement fort que lui, il est pas du tout persuadé d'être pourri. C'est-à-dire qu'il y a jamais de moment de remise en question où il se dit non, je suis pourri. C'est juste quelqu'un qui se rend compte en fait que sa petite opération se casse la gueule. Et en fait, il est persuadé que personne va balancer. En fait, il est persuadé qu'il est dans la mafia, le mec. Il est persuadé que personne va balancer. En fait, il est persuadé qu'il est comme les mafras qui l'arrêtent, qu'il n'arrivera pas à avoir qu'il sera pas un indice, qu'il n'y aura pas de balance et tout, alors qu'en fait une loi de l'omerta dans le milieu de la police. Et en fait, sauf qu'en fait, les collègues qui font ça avec lui, c'est pas des militaires, ça reste des flics. Ça reste des flics. Eux, ils sont là pour le pognon. Et puis surtout, le truc, c'est et surtout, le truc, c'est que très vite, ils connaissent le système judiciaire et ils savent que quand tu te fais avoir avec tes flics, le seul moyen que tu as de t'en sortir, c'est de négocier avec le FBI. Donc ils négocient. Et ils se balancent tous les uns les autres. Et c'est réjouissant. Enfin, moi, j'avoue que toutes ces parties-là sont réjouissantes à voir. J'adore voir des salopios pris à leur propre jeu. Et surtout, comme d'habitude chez eux, en plus, c'est quand même j'adore une finesse de dialogue en plus. Voilà, exactement. C'est pas les trucs qui sont balancés comme des gros tu vois, les deux acteurs qui jouent le couple d'acteurs qui jouent les agents du FBI. Alors il y en a un qui c'est une gueule que j'ai vu dans 15 millions de films, qui est toujours très bien, que moi j'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, mais très bien. La fille est géniale parce que la fille en fait elle fait de la flûte. En fait, au bout d'un moment, très rapide, elle fait de la flûte traversière, et donc elle joue de la flûte traversière pendant ses séances d'écoute. Mais ce qui crée un personnage très vite en plus. Ouais, et du coup très vite, en fait, tu vois très peu la vie personnelle des personnages dans la série. Contrairement à The Wire, tu vois très très peu leur vie personnelle, un petit peu, mais très très peu. Mais t'en vois suffisamment, tu sais. Les complexes de différence d'argent, les trucs, et c'est enfin moi je trouve que ça, voilà, David Simon reste à quelqu'un qui est capable de dessiner des caractères vachement vite en fait, qui est très énervé par les dialogues. Bon, alors par contre on sent bien que la période Trump ça l'a pas fait marrer. Ah bah en tout cas je peux dire que David Simon sur Twitter il est très actif, il est très très énervé, il a quand même un sens d'invention de l'insulte qui est assez fascinant, parce que pour le coup il traite tout le monde mais ça m'étonne pas parce que là il y a un personnage journaliste, Simon, il y a un personnage qui est très bien de
femme qui travaille pour les droits civiques, qui est une femme noire, et qui en fait c'est une espèce de, en fait pour elle c'est une désillusion en fait toute cette histoire, c'est-à-dire qu'elle est un peu extérieure à l'intrigue principale, mais elle mène une espèce d'enquête sur les violences policières, et d'enquête périphérique. Voilà, et elle se rend compte que tout est généralisé, que tout le monde sait, que personne fait rien, que le chef de la police change tous les ans, donc du coup la réformation du système est évidemment impossible parce que dans les faits personne ne la veut vraiment. En tout cas, elle est impossible. Ils savent que si il y a la moindre réforme, de toute façon, la base va gueuler. Ils n'ont pas les budgets pour. Et puis, parce que le budget, il faut qu'ils aillent à ça. Alors que les flics, ils aiment bien avoir de l'argent pour avoir des nouveaux flingues. Sinon, comment est-ce qu'ils vont faire du chiffre ? C'est l'histoire classique, du coup, de l'inscription d'un sous-système dans un système beaucoup plus vaste. Bien sûr. Et en fait, là, on retrouve complètement des éléments qui étaient des éléments qu'on trouvait déjà dans la 3e saison de The Wire. La fameuse saison, moi, une de mes préférées sur la question des quotas policiers, quoi. Et des quotas d'arrestation. Et là, on retrouve exactement les mêmes. Enfin, on se rend compte que rien n'a été réglé en fait depuis The Wire. En fait, rien n'a été réglé. Et en fait, quelque part, c'est ça qui énerve aussi probablement Dave Simon, quoi. C'est que Baltimore, je pense que c'est sa balise pour voir l'état de l'Amérique. C'est-à-dire, c'est en regardant Baltimore qui sait qui peut déduire comment se porte l'Amérique. Parce qu'ancienne grande ville qui était quand même marqueur d'une genre de réussite de l'Amérique et qui, comme au fur et à mesure, s'est totalement délité. Et Simon et Burns, dans les entretiens pour We Own This City, ils parlaient justement de toute façon de voir leur travail comme justement un retravail du western, de toute façon de repartir du mythe américain, de voir qu'est-ce que c'est dans l'Amérique contemporaine, et surtout là en plus la série du coup se passe juste après l'élection de Trump, avant et après de voir comment est-ce que ça peut potentiellement partir encore plus en sucette. Bah oui, parce qu'en plus il y a une espèce de compte à rebours en fait, parce que les mecs des droits civiques savent qu'ils vont se faire couper leur crédit par Trump, donc il faut qu'ils se dépêchent de le faire, qu'il va y avoir des juges qui vont changer, qu'il va y avoir des juges fédéraux qui vont changer, que les procureurs vont changer, que la maire va changer. Alors il y a des trucs terribles, hein, parce que quand tu sais que c'est vrai, en plus il y a des trucs qui sont terribles. À la fin de la série, le chef de la police se fait virer, la maire reprend un nouveau chef de police, donc c'est des images de fiction. Sauf que c'est des images de fiction de personnes réelles. Et puis après, tu as 2 cartons qui se suivent. Le premier qui te dit le chef de police est obligé de démissionner au bout de 4 mois pour évasion fiscale. Et après, tu dis la maire est obligée de démissionner au bout de 8 mois pour évasion fiscale et extorsion. Et donc tu dis, bah voilà, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher puisque la tête même est pourrie. Voilà, la tête du poisson est pourrie de toute façon. Donc la queue ne peut que être pourrie aussi, quoi. Et pendant ce temps-là, bah, tu as des cadavres. Pendant ce temps-là, tu as des jeunes noirs qui sont arrêtés de manière totalement arbitraire, qui se font tabasser. Et puis alors, il y a des trucs complètement dingues. Enfin, il y a notamment toutes ces scènes en fait, où en fait, ils vont dans les palais de justice et en fait, ils se rendent compte que quand il y a des histoires des affaires criminelles avec des flics, ils n'arrivent plus à recruter de jury. Ils sont obligés de récuser les jurys parce qu'en fait, les gens, quand on leur demande est-ce que vous avez confiance dans la police, ils disent non. Ils ont tous c'est-à-dire que tu as 4 habitants sur 5 de Baltimore qui ont une mauvaise expérience avec la police de la ville, quoi. Donc ça... Et les mecs croient qu'ils possèdent la ville, justement, sauf que la série est la démonstration que, bah non. En fait, non. Et c'est pas un autre gang. C'est des mecs qui doivent répondre. Et il y a des trucs trucs tragiques. Hein, que la ville n'appartient surtout pas aux flics et surtout pas à la force politique non plus. Et il y a des trucs tragiques. Hein. Enfin, il y a notamment un personnage dont on n'a pas parlé, qui est interprété d'ailleurs par un des acteurs par Marlowe Stanfield, mais qui là cette fois-ci joue le rôle d'un flic et qui est un flic réglo. Sauf que voilà. Sauf que est-ce qu'on peut être réglo à Baltimore vraiment? Et c'est terrible. Enfin, moi je trouve que toute sa partie avec lui est vachement bien, très belle. Voilà. Et puis il y a un acteur de Trémé aussi qui joue un des flics, l'acteur qui jouait le trompettiste dans Trémé. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs de la bande David Simon qui les retravaillent. Et c'est toujours en fait c'est vraiment de plus en plus l'impression de retrouver des vieux potes en fait à chaque fois. C'est vraiment ce sentiment-là, et même en termes d'écriture donc on a très hâte en tout cas de voir les nouvelles créations de David Simon et Ed Burns. Donc c'est We Own This City, est disponible depuis avril dernier. Dans un tout autre genre, et rapidement pour terminer, donc le nouveau film de Park Chan-wook, 6 ans après son dernier film Mademoiselle A Decision to Live, mais qui avait quand même réalisé entre-temps une mini-série The Little Drummer Girl avec Michael Shannon et Florence Pugh, que je n'ai pas vu. En tout cas, c'est son retour au cinéma et en Corée aussi, du coup. Donc Decision to Live, Docteur. Alors Decision genre to Live, mélopolar. Voilà, alors moi j'en sors tout juste, hein, donc là c'est vraiment un petit peu à chaud, peut-être même un peu trop à chaud, parce que je pense que il faut sans doute falloir que je le revoie d'une deuxième fois. Voilà, donc je sais pas, peut-être Valentin pourra ajouter des trucs si jamais je dis trop de bêtises. Moi le sentiment que j'ai, là à première vue, là j'ai un peu moins accroché moi que Mademoiselle, qui est vraiment sans doute mon Park Chan-wook préféré, donc c'était un petit peu dur. J'avoue que je savais rien sur le film, donc j'ai pas vu une image, j'ai pas vu une bande-annonce, j'ai rien vu du tout.
Donc je suis allé un petit peu à l'aveugle, sans d'ailleurs attendre spécialement d'être au niveau de Mademoiselle et tout ça. Alors première chose, c'est que ça reste un film de Park Chan-wook. D'un point de vue visuel, les choix des tapisseries dans les appartements, les choix des costumes, enfin ce sens de la couleur qui est vraiment très propre à Park Chan-wook et que moi j'aime beaucoup chez lui. Ce côté à la fois baroque et terne et baroque en même temps. C'est-à-dire il y a quelque chose d'assez curieux chez lui. C'est-à-dire que c'est pas flashy spécialement, mais c'est toujours coloré. Et ça, moi j'aime beaucoup ça chez lui. Ça. Il y a, c'est une histoire qui est assez. Enfin, moi j'ai eu du mal à suivre l'histoire. J'ai un peu eu du mal à suivre l'histoire. Donc c'est une histoire avec un petit peu comme dans Mademoiselle, avec un effet de double, mais qui n'est pas un effet de double sur les personnages, qui est un effet de double sur les situations. De double narratif. De double narratif, qui n'est pas inintéressante, mais qui est beaucoup plus confusément, enfin en tout cas beaucoup plus obscure que dans Mademoiselle, beaucoup moins direct, on va dire, que dans Mademoiselle. Donc il y a des choses, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment tout bien compris. Je pense avoir à peu près compris le film, mais je pense pas avoir. Il faudrait vraiment que je le revoie une deuxième fois pour vraiment bien remettre en relation les personnages les uns avec les autres, les temporalités les unes avec les autres aussi, parce que il y a une espèce de grand trou en fait, et puis il y a des trucs bizarres, c'est-à-dire c'est un mélo, mais il n'y a pas de scène d'amour entre les personnages. Il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de scène d'amour, ils ne s'embrassent pas d'ailleurs, il me semble, dans le film. Alors que quand même le côté charnel dans son cinéma, c'est quelque chose de très présent. Par contre, c'est vraiment un film de. Alors là, pour le coup, c'est un vrai film de male gaze, c'est-à-dire un vrai film de un homme voit une femme et ce qu'il voit dans cette femme, ça le tourne boule. C'est Vertigo, quoi. C'est complètement. C'est hyper Hitchcockien, c'est Vertigo, c'est complètement Hitchcockien, c'est plus une variation, à la fois un pastiche sérieux mais comique en même temps. C'est assez indéfinissable en termes de ton, en fait. C'est ça qui je pense, peut vraiment perturber les gens. C'est qu'il y a je trouve qu'il y a des choses qui sont très drôles dedans. D'autres choses où je me suis un peu gratté la tête, mais je pense que c'est un peu normal. En fait, moi, c'est pas trop de problème avec ça. Et surtout, le truc, c'est que ça reste. Il y a des trucs de mise en scène. Il y a une scène, notamment d'interrogatoire au début du film avec des miroirs, dans une salle d'interrogatoire où il y a des miroirs. Et je crois que, le truc, c'est qu'il y a presque trop, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que Park Chan-wook, il n'y a pas un moment où il place sa caméra au même endroit dans la pièce. Et en fait, tu as des effets avec des écrans. Il fait des split screens avec des écrans, le réel, des écrans, les miroirs, le réel. Et en fait, il s'amuse. Enfin, il y a des trucs spatiaux en fait où il s'amuse énormément sur les placements de caméra, sur la construction scénique. Ouais, sur la construction scénique. On retrouve ce côté très théâtral qu'il y a souvent chez lui. Hein. C'est une des caractéristiques de Park Chan-wook, peut-être par rapport à Bong Joon-ho. Bong Joon-ho est vraiment beaucoup plus cinématographique. Avec ce côté, cette dynamique vraiment cinématographique. Park Chan-wook, il y a toujours un moment dans les films de Park Chan-wook où les personnages sont ensemble dans un seul endroit et il y a toujours un moment où ça ressemble un peu à des pièces de théâtre. Moi, j'ai rien contre, hein, c'est pas du tout une critique, parce que je trouve qu'il fait ça plutôt, il fait ça plutôt bien. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je suis encore un peu réservé. Je pense qu'il faudrait une deuxième vision. Il me faudrait une deuxième vision pour affiner mon jugement. J'ai pas du tout détesté le film. J'avoue que je me suis pas emmerdé. 2h18 et moi je suis resté pendant 2h18 à me dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui va se passer, mais pourquoi ils se réagissent comme ça, et pourquoi ils se disent ça, mais ça veut dire ça, mais pourquoi. Voilà, je me suis posé énormément de questions, mais je me suis pas emmerdé, ce qui est quand même toujours bon signe. Je préfère un film où je comprends pas tout, où je suis pas sûr de tout suivre, mais je m'emmerde pas, plutôt qu'effectivement la fausse confusion qu'il y a dans certains films où genre Inherent Vice et tout ça, où tu sens bien que c'est destiné à cacher un peu. Alors peut-être que là aussi, peut-être là il y en a qui trouveront que ça cache la misère, hein, peut-être, hein. Je sais pas, moi j'avoue que je suis un petit peu partagé. J'ai bien aimé le film. Est-ce que c'est un très bon Park Chan-wook, est-ce que c'est un Park Chan-wook mineur? Je suis pas encore totalement déterminé là-dessus. Il y a un petit côté stalker à certains moments aussi, avec ce côté alambiqué un petit peu dans l'intrigue, voilà. Donc, mais c'est en tout cas une proposition qui est curieuse par rapport à ce qui se fait. Ça vaut quand même le coup d'être. C'est le nouveau film de Park Chan-wook, Decision to Live, sorti mercredi dernier dans les salles françaises. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Fleuret.
Alors moi j'avais dit que The Medium avait été vendu sur le nom de Na Hong-jin et que j'étais client de Na Hong-jin. Donc ça va être pour l'été des feel good movies, Oui, c'est histoire sûr. de bien se mettre en jambes pour les 2 mois qui C'est nous sûr arrivent. que si vous aimez la déconne, regardez du Na Hong-jin. Eh ben voilà, Na Alors, Hong-jin, regardez les 3 trucs d'aujourd'hui, hein, si vous avez la déconne. Ouais. Donc franchement. Na Hong-jin, sa vie, son œuvre, parfait pour démarrer l'été. Très bien, merci docteur. Bah écoute, moi ce sera, quitte à parler de corruption policière, T'as fait une erreur. Ça sera un film des années 90 que j'avais pas vu depuis longtemps, qui s'appelle Copland, en 2 mots. Mais, oui, donc ce n'est pas le film de James Mangold. Si. Ah bah c'est James Mangold, alors c'est pas Curtis Hanson. Ah ouais merde, alors non, c'est moi qui me vois. Non, alors, je confonds toujours James Mangold et Curtis. Je sais pas pourquoi je mets Curtis Hanson. Curtis Hanson, c'est lui qui a fait. Allez, Confidential, Ah voilà, mais je sais pas Wonder pourquoi j'étais Boys, persuadé que c'était le 8 même. Mile. J'ai persuadé que c'était le même mec Qui est mort. Oui, il y a un mec qui est mort aussi. Bon bref. Donc le film de Mangold avec Stallone. Le film de Mangold avec Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, De Niro. Ray Liotta, De Niro, plein de second rôles de films de Scorsese, et c'est vraiment, voilà, moi j'avoue que j'ai retrouvé ce que j'aime bien en fait dans les films des années 90, où tu vois, genre Minuit dans le jardin du bien et du mal, tu vois, les films où, voilà, galerie d'acteurs, histoire solide, bonne photo, l'affaire Pélican, tout ça. Piège en eau profonde. Voilà, non mais tu vois, tout cette veine de polar, de néo-polar en fait des années 90, où ça joue. Voilà, il y a des vraies histoires et c'est pas chichiteux, c'est un très beau film, classicisme et de classicisme film que j'aime très beaucoup. Springsteenien pour le coup. Très Springsteenien, très très bluesy, et avec un Stallone qui pour moi est un de ses meilleurs rôles, et définitivement un de ses meilleurs rôles, vraiment, avec une super scène finale à coup de fusil à pompe qui est vraiment super bien. On est d'accord, donc Copland de James Mangold. Et donc moi, ce sera un livre, parce que je suis un intellectuel pour finir. Donc c'est le livre de Nick Hornby, High Fidelity, que je n'avais jamais lu, que j'ai bouffé en moins d'une journée, qui était une grosse claque. Livre absolument merveilleux de bout en bout, avec un style impeccable, avec des références musicales incroyables. Donc, ça y est, tu commences à faire des listes. À faire des listes dans tous les sens. Qui a connu une très belle adaptation avec John Cusack et Jack Black par Stephen Frears à la fin des années 90, et qui a connu une série il y a 2 ans avec Zoé Kravitz. Ah ouais. Okay. Le film est un peu bavard, mais le livre aussi en même temps. Mais bon, il y a tellement de passion que bon. Il y a tellement de belles choses. Un de ces 4, ça, je pense. Et un caméo de Paul Springsteen aussi, donc c'est quand même dire. Bon, des mecs qui fouinent dans du vinyle. Des films de Craig Digger, oui, je pense que ça me parlera un peu. Oui, c'est peut-être un peu quand même. Donc voilà, merci messieurs. On se retrouve normalement en septembre, sauf accident. Je pense qu'on est tous sauf là. Attaque de Méduse ou Avalanche. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un peu la mode. Faire attention. Donc voilà, on se quittera la semaine prochaine avec une mixtape spéciale Ennio Morricone. Merci beaucoup à Valentin à la technique. Merci messieurs. Très bon été ici et bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir à toutes et tous. Attention au soleil et attention à la police aussi, n'oublions pas. Prochaine émission, prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut. Salut.